C'est bon. Ok, donc, bienvenue Caroline, bienvenue aux personnes qui nous regarderont, qui nous écouteront avec le replay. Donc là, aujourd'hui, on va parler de 7 clés pour briser ses chaînes mentales et reprendre son pouvoir. Donc, ce sont des choses basiques, mais importantes et qui ont eu un impact positif, que ce soit pour moi ou pour mes clientes, en fait, hein. Donc, avant de commencer vraiment, de rentrer dans le vif du sujet, bonjour Télino. Donc, Télino, mademoiselle ou monsieur Télino nous a rejoint. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce que même si on me connaît en tant qu'autrice, les gens ne connaissent pas toujours mon parcours. Donc, voilà. Donc, en gros, mon parcours, pour faire simple, on va dire que c'est de la banque à la quête. La quête, le livre, bien sûr, mais la quête aussi pour dire la quête intérieure. C'est pas pour rien que ce livre s'appelle, mon premier roman s'appelle La quête. En fait, c'est une trilogie. Donc, j'ai commencé sur les marchés financiers. Donc, après des études d'ingénieur et un master en finance de marché, je suis partie à Londres. J'ai fait un stage et j'ai commencé à travailler sur les marchés financiers en gestion de risque de marché. Et puis, donc j'ai fait quelques années. Donc, au début, c'était top parce que c'est un environnement qui est très stimulant, qui demande énormément aussi. Mais au bout de quelques années, 3 4 ans, j'ai vraiment commencé à peiner. Ça n'avait plus trop de sens pour moi. Donc, je suis passée de assez vite de waouh, c'est top, travailler sur les marchés financiers à Londres, à en fait, tout ça n'a pas beaucoup de sens et je me sentais complètement perdue et pas à ma place, en fait. Euh, et donc, il y a eu la crise de 2008-2009 qui est arrivée. Donc, la banque pour laquelle je travaille, qui s'appelait Merrill Lynch, a été rachetée par Bank of America. Il y a eu des licenciements massifs économiques à cause des redondances de postes, notamment. Et donc, j'ai fait partie de cette vague de licenciements et je suis partie. Et je me suis dit, bon, super. Ça faisait un moment que je me demandais est-ce que j'allais démissionner ou pas, mais c'était pour faire quoi? Et donc, j'en ai profité pour partir un petit peu à la quête de moi-même. Donc, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Voilà, j'ai essayé plein de choses qui n'ont pas marché. Et puis, en fait, quand j'ai appris à écouter mon intuition, tout a changé. Je suis devenue coach. Il y a l'écriture qui est venue. Il y a un moment aussi, j'ai eu un passage, j'ai fait de la naturopathie. J'ai fait plein de choses qui ont bouleversé ma façon de voir le monde et qui m'ont, en fait, en tout cas, sur un chemin où je me sentais beaucoup plus à ma place. Donc, les livres en ont découlé notamment. Donc là, je vous ai mis mes livres pour adultes, j'en ai aussi pour enfants qui sont des journaux de gratitude. Mais les plus connus sont La Quête, donc les tomes 2 de La Quête, et j'ai aussi des recueils de réflexion, inspiration vagabonde, qui parlent de spiritualité, de développement personnel. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et puis aussi, le coaching de vie, j'en ai pas trop parlé, mais depuis 2016, en gros, j'ai commencé un petit peu en 2015, mais surtout en 2016, j'ai accompagné essentiellement des femmes sur leur chemin de vie. Donc beaucoup des femmes qui étaient en quête de sens, comme moi à l'époque, hein, comme moi à l'époque en 2008, 2009, 2010, etc. Et qui avaient envie d'avoir une vie qui était plus alignée. Donc, en gros, je les ai aidés à découvrir leur mission de vie, leurs aspirations profondes, à avoir une vie qui soit plus alignée, plus sereine, grâce au pouvoir notamment de l'intuition. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et c'est aussi de là que découlent un petit peu les choses dont on va parler aujourd'hui. Alors, donc, maintenant, on commence. Donc, cette clé. Pour moi, la clé qui est fondamentale, c'est l'observation de soi. Donc là, j'ai mis observer où on ne s'autorise pas à être soi. Mais de façon plus générale, c'est une observation de notre quotidien. Donc, de notre quotidien, de ce qui se passe et de ce qui éveille en nous des émotions, tout ce qui éveille en nous de l'ordre, des émotions, des émotions fortes, hein. Souvent, en général, en négatif, si on a des grosses peurs, on a des grosses colères, c'est souvent une porte ouverte vers une meilleure connaissance de soi, une meilleure compréhension de soi. Mais on peut aussi regarder son expression personnelle, c'est-à-dire que les moments où on ne s'autorise pas à s'exprimer et pourquoi, les moments où on ne s'autorise pas à demander ce qu'on veut. Ça peut être une promotion, ça peut être tout simplement, si on a besoin de quelque chose, ne pas toujours être la personne qui offre des services, mais qui aussi peut-être demande un service. Est-ce qu'on a du mal à
à demander ce qu'on veut? Est-ce que parfois on se sent gêné à l'idée de demander de l'aide, par exemple? Donc tout ce qui va être de l'ordre de ma relation à l'autre, l'observation de ma relation à l'autre va me permettre de gagner en intelligence et en conscience. Parce qu'en fait, ça va être ça, l'observation, le but de l'observation, c'est une nouvelle prise de conscience pour pouvoir faire des choix qui soient plus alignés et pouvoir retrouver aussi une forme de pouvoir personnel. Je vais développer ça un petit peu plus avec d'autres points quand on parlera de pouvoir personnel. Mais là déjà, ce que j'avais envie de dire, c'est aussi regarder comment est-ce notre capacité à dire non et à poser des limites. Et en fait, il faut vraiment regarder ça dans différents aspects de notre vie parce qu'on peut être peut-être bon pour pouvoir dire non, poser des limites dans le milieu professionnel, mais pas tant que ça dans notre relation de couple. Vous voyez, il y a des gens qui sont assez affirmés ou plutôt affirmés dans leur relation de travail et beaucoup moins dans leur relation de couple et vice-versa, ou même parfois dans aucune des deux, on a besoin de s'affirmer des deux côtés. Donc, où est-ce qu'on n'arrive pas à dire non et pourquoi? Souvent, j'ai eu par exemple, j'ai accompagné une cliente qui avait du mal à dire non à ses collègues, notamment, donc elle, il y avait une grosse problématique au travail, puisqu'en fait, ça lui créait des problèmes, puisqu'en fait, on venait toujours la voir pour le coup de main. C'est-à-dire que son travail personnel en pâtissait et elle prenait du retard dans ses propres objectifs. Ah oui, alors, Télina, est-ce que tu peux couper ton son, s'il te plaît? Voilà, j'ai coupé. Comme ça, vous pourrez, voilà, vous pourrez rallumer votre son si vous avez des questions. N'hésitez pas, vous rallumez votre son si vous avez une question. Vous pouvez m'arrêter quand vous voulez, hein, il y a pas de souci. Donc, je disais, cette femme avait du mal à dire non. Et en fait, elle était appréciée de ses collègues. C'est sûr que quand quelqu'un est toujours là pour vous rendre service, voilà, elle est forcément très appréciée dans son dans son milieu professionnel, mais ça la bouffait de l'intérieur parce qu'elle prenait du retard, ça lui mettait du stress parce qu'elle avait du retard sur son propre travail et elle avait quelque part toujours une espèce de culpabilité. Donc, si tu dis non, tu te sens pas, tu as l'impression tu te sens coupable parce qu'en fait, t'aides pas les gens, c'est comme si tu te sens un peu obligé de devoir aider les gens et en même temps, voilà, en même temps, tu as besoin de t'honorer toi. Donc, quand même, quand tu dis oui alors que tu voudrais dire non, quelque part, tu te sens trahi et en fait, tu te trahis toi-même. C'est pour ça que j'aimais aussi voir quand est-ce que mes compromis deviennent des trahisons de moi ou de mes valeurs. Donc, souvent, la frontière, elle est fine. Et ça va vraiment demander d'être à l'écoute de soi pour savoir, OK, là, je vais dire oui et là, je vais dire non. Et en fait, ce compromis-là, il est acceptable et celui-là, c'est pas un compromis, c'est une trahison de moi-même. Et donc, ça va vraiment demander, peut-être qu'on n'en a pas toujours conscience tout de suite, mais ça va demander de revenir sur et de réanalyser les choses que l'on a vécues pour voir, voilà, là, est-ce que ça, ce que j'ai dit, est-ce que j'ai fait, est-ce que j'étais en accord avec moi-même ou est-ce que je me suis trahie? Parce que souvent, vous voyez, on voit la trahison des autres, hein, que ce soit surtout en matière de couple ou même dans la vie professionnelle, on voit les trahisons des autres, mais on a moins conscience des trahisons que l'on se fait à soi-même. Et c'est très évident dans dans les relations de couple. Je vais vous donner mon exemple. euh, ou, par exemple, quand on ne pose pas des limites, quand on ne dit pas dans la relation de couple avec que la personne a eu un certain comportement qui nous a ou manqué de respect, etc., quand on ne pose pas de limites parce qu'on veut éviter parfois de créer un conflit, un énième conflit, etc., et qu'on ravale le truc au lieu de verbaliser ce qui ne va pas, de façon bienveillante, de façon fonctionnelle, mais verbaliser, eh bien, en fait, on finit par accumuler une espèce de rancœur et de ressentiment qu'on envoie à l'autre, qu'on va projeter sur l'autre en disant: «Ah là là, voilà, en fait, j'apprécie pas son comportement» et on va ronger son frein et avoir de la rancœur. Mais au fond, quand on regarde en dessous de cette rancœur, il y a déjà une trahison de soi et il y a un ressentiment et une colère qu'on a contre nous-mêmes parce qu'on n'a pas su ou on n'a pas pu poser des limites et se faire respecter. Et c'est ça qui est important. Je dirais même que le respect de soi, il est encore plus important que l'autre nous respecte, que le respect de l'autre, vous voyez? Donc tout ça, ce sont des choses qui sont absolument essentielles à prendre en considération, à regarder, à observer. Prendre du temps pour soi, pour observer ce qui se passe dans notre vie personnelle ou professionnelle.
Voilà, une autre question à se poser aussi pour observer, toujours dans l'observation, cette observation consciente, qui a le pouvoir sur mes émotions, mes décisions et mes actions? Alors, ça peut paraître anodin parce qu'on se dit non, c'est moi qui décide. Mais en fait, reprendre son pouvoir, je vais le développer un petit peu plus, c'est avoir le pouvoir sur son monde intérieur. Parce qu'il est facile de dire, même dans le langage, je me dis, il m'a fait m'énerver. Il m'a fait m'énerver ou elle m'a fait m'énerver. Mais en fait, quelque part, personne n'a le pouvoir. En fait, si l'autre a le pouvoir sur mes émotions, c'est parce que je le lui donne. C'est toujours nous à la base qui avons le pouvoir sur notre monde intérieur. De savoir, de guérir ce qu'il y a à guérir pour que ça nous glisse dessus. Pour vous donner un exemple tout simple, il suffit que quelqu'un vous dise, on pourrait vous dire, tu es bête, par exemple. Il y a des gens à qui on va dire, tu es bête, et ça va les blesser profondément. Et la même parole, avec le même ton et la même intention, ça va glisser sur une autre personne. Et pourtant, c'est la même parole. C'est-à-dire qu'on a nos blessures à l'intérieur, et en fonction de nos blessures intérieures, eh ben, il y a des choses qui vont glisser sur nous ou pas. Donc, ce n'est pas tant ce que l'autre dit, que ce qui est à l'intérieur de nous qui a besoin d'être guéri. Et reprendre son pouvoir, c'est réaliser que arrêter de donner sur le pouvoir à l'autre de nous faire ressentir de la colère, de nous faire ressentir de la tristesse, etc. Et prendre le pouvoir et guérir ce qu'il y a à guérir à l'intérieur de nous pour que ça glisse de plus en plus. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais déjà avoir la conscience de se dire, personne, je ne donne plus le pouvoir à cette personne de me faire sentir en colère ou de me faire sentir triste. Je reprends le pouvoir sur mon monde intérieur et je fais le travail je fais le travail intérieur pour qu'à terme, que cela prenne une semaine, que cela prenne un mois, peu importe, ou plus, mais qu'à terme, j'ai repris le pouvoir sur mes émotions et que je ne donne plus à cette personne autant de pouvoir sur moi. Et donc, c'est ça. Donc, le pouvoir sur ses émotions, c'est ça. Et c'est quelque chose qui demande de la pratique, qui demande de la compréhension, qui demande un travail intérieur, mais c'est parfaitement quelque chose qui est possible, hein. Dans les accords Toltec, on entend souvent, enfin, il y a un des accords Toltec, ne rien prendre personnellement. Ben, ça renvoie un petit peu à ça, c'est ne rien prendre personnellement, c'est apprendre à se détacher de ce que dit l'autre, mais c'est aussi pour moi en parallèle, faire le travail intérieur pour pouvoir s'en détacher justement, comprendre pourquoi ça me touche, pourquoi ça me touche et ce que je peux faire justement pour guérir et m'en libérer. Est-ce que vous avez des questions ou on avance? C'est bon? D'accord. Ok, j'avance. Donc, alors, généralisation, déformation et suppression, c'est la clé numéro 2. En fait, c'est une façon de porter à votre attention que, ben, en fait, on a des habitudes de langage et des habitudes qui viennent en fait du fonctionnement de notre cerveau qui peuvent être néfastes pour nous. Et ces habitudes sont la généralisation, la déformation et la suppression. Parce que le cerveau a l'habitude de cataloguer les choses, d'étiqueter les choses, et il a tendance à faire des généralisations, des déformations et des suppressions pour justement pour préserver sa vision intérieure du monde. Donc notre ego, il a une certaine vision du monde avec des croyances, et il aura tendance à supprimer ou déformer ou généraliser les choses qui ne rentrent pas trop dans sa vision du monde. C'est quand même, vous voyez les enfants, ils ont des jeux avec les triangles les triangles et le rond. Eh bien, on va limer le bout, on va limer le bout du rond, on va limer les côtés du rond, etc., de faire en sorte que le rond, il rentre dans le carré, quoi. Parce que dans notre vision, c'est un carré, par exemple. Alors, généralisation. Par exemple, les hommes sont ou les femmes sont. On entend beaucoup ça, hein. Si vous écoutez les personnes autour de vous, peut-être même que c'est quelque chose que vous dites, c'est quelque chose que moi je disais, où on ne peut pas faire confiance aux gens, on ne peut pas faire confiance aux hommes. C'est cette espèce de généralisation que l'on fait dans le langage parlé. Et on n'y prête pas attention. Et pourtant, c'est important parce que la parole est créatrice et c'est surtout révélateur de ce qui se passe en nous et on est en train de renforcer peut-être un phénomène où on se tire une balle dans les pieds. Si on veut créer une relation de couple, imaginons qu'on soit célibataire, si on veut créer une relation de couple et attirer dans sa vie quelqu'un en qui on puisse avoir confiance, un homme qui soit sérieux, un homme qui soit présent, un homme qui ait des qualités, un certain nombre de qualités, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'en fait, on ne peut pas affirmer une chose et espérer avoir son contraire.
Parce que la parole est créatrice à partir du moment où on dit les hommes sont ceci, surtout si on y met de l'émotion en plus, on est en train d'affirmer quelque chose, on envoie un message à l'univers. Si je dis on ne peut pas faire confiance aux hommes, ça veut dire que j'envoie un message dans l'univers, envoie-moi un homme en qui je ne pourrais pas avoir confiance. Même si la confiance c'est quelque chose d'intérieur, ça se travaille, mais peut-être que on peut se dire je n'ai pas confiance aux hommes parce que les hommes sont pas sérieux, ils sont coureurs de jupons, eh ben, je vais attirer des hommes coureurs de jupons, par exemple. Alors qu'en fait, j'aimerais quelqu'un, ben voilà, j'aimerais une personne en qui je puisse avoir confiance qui n'est pas nécessairement un coureur de jupons. C'est pour vous donner un exemple. Et on fait ça tout le temps, même parfois en plaisantant. Et reprendre son pouvoir, c'est reprendre le pouvoir sur sa parole aussi. Observer ce que l'on dit et, euh, et aligner sa parole avec ses désirs profonds et ses objectifs. Ah oui, la déformation, j'en ai parlé dans un email que j'ai envoyé cette semaine ou la semaine dernière. Non, ça devait être la semaine dernière, je ne sais plus. Je me suis faite toute seule. On entend ça, on entend des gens même le dire à la télé, des artistes, ouais, je me suis fait tout seul. En fait, c'est pas vrai. Personne ne se fait tout seul. On est des êtres de relation. Même si vous avez une mère ou un père qui n'était pas présent pour vous, il vous a peut-être qui n'était pas présent autant que vous le vouliez. Il est peut-être parti à l'âge de 6 ans, ou peut-être il était là, mais il ne s'occupait pas de vous, etc. Mais si vous regardez bien, il vous a quand même transmis des choses. Il vous a peut-être appris à tenir votre couteau et votre fourchette. Il vous a donné certaines de ses valeurs. Parce qu'en fait, tout le monde a quand même quelque chose de positif à transmettre, même s'il n'était pas là. Vous voyez, même s'il n'était pas là tout le temps. Ou même si, imaginons, vous n'avez jamais connu ni votre père ou votre mère, vous avez eu des référents dans votre vie, vous avez eu des bouquins que vous avez lus, vous avez eu des modèles, des personnes qui ont mis leurs vidéos sur YouTube, des gens qui ont, des amis qui vous ont donné des conseils. Personne ne se fait tout seul, personne ne se construit tout seul. Et ça, c'est un mythe. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à se dire ça parce que ça flatte notre ego, on a l'impression que ça nous donne de la valeur, qu'on s'est fait tout seul. Mais en fait, quelque part, ça flatte notre ego, mais ça nous ferme des portes. C'est-à-dire que si on pense toujours qu'on s'est fait tout seul, ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de support à l'extérieur pour nous, il n'y a pas d'aide à l'extérieur, on ferme potentiellement la porte à l'univers qui pourrait nous envoyer plus de soutien. C'est comme si on dit, je ne veux pas du soutien de l'univers, je ne veux pas qu'on m'envoie d'autres ressources. Donc, encore une fois, la parole est créatrice. Suppression. Ça se fait notamment, mais pas que, grâce, je ne sais pas si vous avez entendu parler du système d'activation réticulaire. En gros, c'est une partie de notre cerveau qui est responsable de la perception de la réalité que l'on a, parce que c'est toujours une perception. Pourquoi? Parce que ça va filtrer les informations qui arrivent à notre conscience. Et le SRA va filtrer les informations qui arrivent à notre conscience en fonction de ce qui a de l'importance pour nous, c'est-à-dire où on a mis de l'énergie, où on a mis beaucoup d'attention, en fonction de nos émotions. S'il y a un truc qui nous a provoqué de l'émotion, ah ben, c'est que c'est important. Et va commencer à se dire, OK, ben ça passe dans le filtre, ça va arriver au cerveau. Pour vous donner un exemple tout bête, que vous avez peut-être expérimenté vous-même, il suffit que vous ayez acheté une voiture. Vous avez acheté par exemple une Renault. Ben, moi, quand j'ai acheté ma Renault, j'ai une Renault Clio rouge. Eh ben, j'ai pas arrêté de voir des Renault Clio rouges partout. Alors qu'avant, je ne les remarquais pas spécialement. Pourquoi? Parce que ben, quand on achète une voiture, ben, on va chercher, on met du temps à regarder les voitures, on va chez les concessionnaires, etc. Et donc, et après, voilà, on commande sa voiture, de fois on ne l'a pas tout de suite, voilà, on espère cette voiture qu'on a commandée, etc. Donc, on envoie un message au SRA, la voiture est importante, ce modèle de voiture est important, et ce qui fait qu'en fait, on le voit partout. Avant, les voitures étaient déjà là, c'est juste qu'on ne les remarquait pas, mais après, elles deviennent quelque chose qui est important pour notre ego et on va commencer à les noter. Et pourquoi c'est important pour reprendre son pouvoir? Eh bien, c'est parce qu'on met son attention, on envoie au SRA un message qui dit ça c'est important et il va filtrer et nous montrer que ça. Donc, quand on met son attention sur des choses qui sont positives, le SRA va nous montrer des choses positives. Mais quand on met notre attention sur des choses négatives, on a tendance à se focaliser sur des choses négatives, le SRA va nous montrer toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas réussir dans notre vie. Toutes les raisons pour. Vous voyez, il va filtrer les informations négatives et on aura l'impression de ne voir que ça. C'est comme l'algorithme c'est comme l'algorithme dans Instagram ou dans Facebook. On commence à regarder des choses et l'algorithme comprend que ça nous intéresse et on le voit et il nous envoie plein d'informations sur ça. Eh bien, c'est pareil. Et c'est pareil pour le SRA. Et le problème, c'est qu'on va s'enfermer dans une perception qui peut être négative et nous empêcher de nous ouvrir, nous empêcher de prendre des risques.
parce qu'on ne voit que les choses qui ne vont pas dans notre vie. Donc, des questions libératrices, justement, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça me sert? Et qu'est-ce que je choisis de croire? Et donc, quand par exemple, on va reprendre cette fameuse phrase, on ne peut pas faire confiance aux gens. Est-ce que c'est vrai? Donc, on passe à ces trois fils. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non. On peut faire confiance à certaines personnes, peut-être sur un point A et pas sur un point B. On a des amis, on sait que si on leur donne un rendez-vous, eh ben, ils vont être à l'heure. Il y en a d'autres, on sait qu'on ne peut pas leur faire confiance sur le fait d'être à l'heure. Ils ont systématiquement un quart d'heure à une demi-heure de retard. Donc, voilà. Donc, on peut faire confiance à des personnes sur certaines choses et la même personne, on peut lui faire confiance sur un point X et peut-être pas sur le point Z. Voilà. Donc, est-ce que c'est vrai? Non. On ne peut pas faire confiance aux gens? Non. Est-ce que ça me sert? Est-ce que ça sert mes objectifs? Si moi, je veux construire des relations avec des gens en qui j'ai confiance, je veux voilà, avoir une relation de couple qui soit baignée dans la confiance, être attiré par des gens, attiré pardon, des gens dignes de confiance, est-ce que ça me sert de me dire on ne peut pas faire confiance aux gens? Non. Voilà, donc déjà. Donc on jarte, on efface. Et qu'est-ce que je choisis de croire à la place? Au lieu de me dire, je ne peux pas faire confiance aux gens, eh bien, on peut choisir de croire. Eh bien, on peut faire confiance aux gens et ça dépend. On peut faire confiance aux gens, ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Ça dépend qui et ça dépend pourquoi. On peut même dire, je choisis voilà, d'attirer des personnes qui sont bienveillantes, honnêtes et dignes de confiance. Voilà. Moi, je pense, d'ailleurs, ma croyance, c'est qu'on peut avoir confiance en les gens, qu'il y a énormément de gens qui sont bienveillants. Les gens ne sont pas parfaits, ils commettent des erreurs, mais il y a énormément de gens qui sont bienveillants et qui seront là pour nous aider. Il y a plein de personnes sur qui on peut compter. Ça, c'est ma croyance, parce que c'est la croyance qui me sert, qui est positive et qui me sert à aller de l'avant. OK? Donc, question libératrice, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça me sert? Qu'est-ce que je choisis de croire? Donc, on commence à ouvrir la porte et à attirer à nous, à se mettre dans une posture qui nous permet d'attirer des bonnes chances dans notre vie. OK? Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions ou on continue? C'est bon, Caroline? Alors, Télino, je ne connais pas ton prénom, mais voilà. Si c'est bon, tu me fais un pouce. C'est beau? Oui, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. OK, on avance. Alors, le troisième point, c'est d'identifier ses besoins sous-jacents. Alors, vous avez probablement entendu parler de la pyramide de Maslow qui parle des besoins de l'être humain. Mais en fait, là, je vais plutôt vous parler d'un modèle que j'ai découvert avec Tony Robbins. Donc, c'est un coach que vous connaissez peut-être qui est très célèbre. C'est peut-être le coach le plus célèbre au monde. En tout cas, il en fait partie des coachs les plus célèbres au monde. Et donc, lui, j'ai découvert avec lui qu'en fait, une autre vision, un autre modèle de besoins. Et il dit qu'en gros, on a 4 besoins primaires et 2 besoins spirituels. Donc, les besoins primaires, sécurité, variété, importance, connexion, amour. Et 2 besoins spirituels, contribution et croissance. Donc, sécurité, bien sûr, on a besoin d'être en sécurité. Ça peut être un toit au-dessus de sa tête, avoir une certaine sécurité financière, se sentir en sécurité dans son couple. Ça, on le comprend bien aussi. Ce qu'on appelle de la variété. Avoir variété, eh bien, avoir de la variété dans notre vie. On n'a peut-être pas envie de faire les mêmes choses tout le temps. On a envie de voyager, voyez, pour se dépayser. Donc, on a envie d'avoir de la nouveauté, de la variété dans notre vie. C'est un des besoins de l'être humain parce que sinon, on s'ennuie. Voilà. Sinon, c'est toujours la même chose. De l'importance, c'est-à-dire qu'on a besoin de se sentir important. Se sentir important de notre couple, se sentir important de notre carrière, notre business, etc. Donc, avoir une forme aussi voilà, de valorisation, on a besoin de se sentir important, on a besoin voilà, et puis de faire des choses aussi qui ont de l'importance. Connexion amour, on a besoin de connexion et d'amour, nous sommes des êtres de relation et des êtres d'amour, ça se comprend bien. Et les deux besoins spirituels, contribution, c'est-à-dire qu'on a besoin d'apporter quelque chose au monde, ça peut être ma famille, ma communauté, mon pays, ma ville, peu importe, mais on a besoin de contribuer quelque chose et on a un besoin de croissance. Parce qu'en fait, si on n'apprend pas, si on n'apprend pas régulièrement, si on n'est pas dans ce phénomène de croissance, eh bien en fait, stagner, le mot me vient en anglais, detrimental, c'est néfaste pour nous. On a besoin de continuer de grandir, d'apprendre, hein. La vie est mouvement, la vie est croissance, eh bien, de même que et enfants, adolescents, etc., adultes, etc., et qu'on grandit et qu'on gagne en sagesse, on a besoin de croître
aussi bien au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau professionnel, etc. Donc, ce sont des besoins qu'on a appelés spirituels. Et alors, en quoi c'est important, justement, pour briser ces chaînes et retrouver son pouvoir? Eh bien, c'est que parfois, on va se rendre compte quand on va maintenir et perpétuer des situations qui sont néfastes pour nous, mais c'est parce qu'en fait, elles nourrissent un de nos besoins. On va peut-être rester dans un travail dans lequel on ne se sent, ou une relation de couple dans laquelle on n'est pas épanoui et dont on sait qu'il faudrait que l'on sorte, mais en fait, on n'arrive pas à s'extirper du truc, on n'arrive pas à se libérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas encore vraiment analysé tous les besoins que cela nourrit. Peut-être que ça nourrit notre besoin de sécurité, c'est en général une sécurité financière pour un job, par exemple. Mais peut-être que ça nourrit aussi mon besoin d'importance. Parce qu'en fait, j'ai un job qui est reconnu socialement, hein. Quand j'ai travaillé en banque d'investissement, ça flatte l'ego, hein. Travailler en banque d'investissement, on est sur les marchés financiers, je travaille en salle de marché. Voilà, ça a une vibe avec, quoi. Donc, ça flatte l'ego. Mais voilà, donc, besoin d'importance est nourri. Le besoin d'importance est nourri. Après, donc, peut-être que la relation de couple qui n'est pas dans laquelle on ne se sent pas bien, elle nourrit aussi peut-être notre besoin d'importance. Combien de fois il y a des personnes qui restent en couple par sécurité et aussi parce que, en fait, par statut social. Parce que si je me sépare, si je divorce, eh ben, peut-être que mon statut social va baisser ou changer. Donc, il y a des gens pour qui c'est important. Donc, prendre conscience de ça pour commencer à se dire, OK, je peux nourrir mes besoins de façon fonctionnelle pour moi ou pas. Donc, quand il y a une situation dans laquelle je voudrais changer, qui ne me convient pas, quels sont les besoins qui sont nourris dans cette situation et comment est-ce que je peux les nourrir de façon fonctionnelle? Si j'ai un besoin d'importance et de reconnaissance, par exemple, ben, peut-être que je vais me dire, ben, c'est nourri dans ce travail-là, mais genre, je vais nourrir ça de façon autre en créant ma propre activité. Ou voilà, comment je peux nourrir ça autrement? J'ai un besoin d'amour et de connexion. Mais je suis dans un couple où c'est un jour, c'est l'amour, le lendemain, c'est la guerre. Voilà, donc c'est une espèce de truc en accordéon où voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et en fait, je suis épuisée euh, psychologiquement parce qu'en fait, un jour ça va, 2 jours ça va pas, etc. Donc, qu'est-ce que cette relation nourrit pour chez moi? Voilà. Donc, ça nourrit peut-être ce besoin de connexion. Peut-être que ça nourrit aussi quelque part un besoin de croissance, hein. Parce qu'en fait, cette relation m'oblige à aller fouiller à l'intérieur de moi et à regarder les blessures qui sont en moi. Donc, je peux décider par contre, OK, comment est-ce que je peux nourrir mon besoin de croissance autrement? Comment est-ce que je peux nourrir mon besoin d'amour autrement? Ça peut être avec une connexion spirituelle. Peut-être que j'ai besoin de nourrir mon besoin d'amour en commençant par l'amour par moi-même. Donc, réfléchir voilà, ce que nourrit cette relation. On peut le faire pour tout, hein. On peut même le faire, par exemple, si on va arrêter de fumer. Ça peut contribuer à ça. Qu'est-ce que la cigarette? Ben, nourrit comme besoin chez moi. On le voit aussi chez les enfants. Les enfants, certains ont besoin de connexion et d'amour, et bien, ils vont nourrir ce besoin en ayant des bonnes notes ou en faisant des bêtises, parce que l'attention, c'est une forme d'amour pour les enfants. Donc, ils préfèrent être grondés et avoir de l'attention, même si c'est une attention négative, plutôt que d'être ignorés, par exemple. Donc, et on a tendance à reproduire ça, nous, adultes, hein. Faut pas croire, c'est pas que les enfants qui font ça. Ben, on peut devenir très rebelle juste pour avoir de l'attention ou être le centre d'attention parce qu'on a un besoin de reconnaissance, quitte à être dans des comportements qui sont néfastes pour soi, juste pour se faire remarquer, pour être le centre d'attention. On le voit chez certaines personnes à l'âge adulte. Donc, quand on prend conscience de ça, on peut se dire, OK, comment est-ce que je peux nourrir mes besoins autrement? OK? Est-ce que c'est clair? Question? C'est bon? Voilà. Donc, je vous ai mis les questions libératrices. Quels besoins sont nourris dans cette situation et comment puis-je les nourrir de façon fonctionnelle? Alors, prendre la responsabilité de son bien-être. Et donc, en fait, pour moi, ça, c'est un point qui est capital parce que sans responsabilité, il n'y a pas de liberté. Donc, prendre la responsabilité de sa guérison, de ses pensées, de ses émotions, de ses paroles et de ses actions. Donc, j'ai déjà un petit peu parlé avec les émotions et les paroles. Mais c'est important voilà, de le mettre dans un point à part entière, parce que ça, c'est une base qui a une capacité de changer notre vie de façon puissante. La parole est créatrice, affirmer ce que l'on veut et non pas le contraire.
Prendre la responsabilité de ses émotions, c'est ne plus être en réaction, mais en action alignée, nous se donner l'opportunité d'être en action alignée. Au lieu de, par exemple, on le sait, hein, les émotions, les deux émotions qui ont tendance à créer le plus de problèmes dans notre vie, c'est la colère et la peur. Donc, l'exemple classique, les gens qui ne savent pas gérer leur colère, qui ne savent pas accueillir leur colère, eh ben, elles vont dire des choses qu'elles vont regretter, probablement faire des actions qu'elles vont regretter. Et combien de personnes se sont retrouvées euh, à dire des choses affreuses qu'elles ne peuvent pas rattraper dans leur couple, des choses qui ont, voilà, des choses qu'elles voudraient pouvoir récupérer, mais qu'elles ne pourront pas parce qu'une fois que c'est dit, c'est dit. Combien de fois des personnes se sont retrouvées dans des combats, et voilà, blesser des personnes physiquement parce qu'elles n'ont pas été en mesure d'accueillir et de gérer leur colère. Donc, c'est pour ça que quand on commence à prendre la responsabilité de ses émotions, on commence à reprendre le pouvoir sur son monde intérieur, sur ce qu'on est capable de dire ou de faire. Et donc, encore des questions pour pouvoir voilà, pour pouvoir faire attention à ce que l'on dit, parce que c'est souvent là que le bas blesse. Ça commence souvent par la parole. En général, il y a la parole qui déraille avant d'avoir les actions qui déraillent souvent. Donc, alors, la parole, est-ce que c'est vrai? Quand je suis sous le coup de l'émotion, je suis fâchée ou j'ai extrêmement peur, je commence à dire des choses. Est-ce que c'est vrai? Premièrement. Donc, vraiment prendre du recul. Est-ce que c'est vrai? Parce que, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, mais vraiment, comment est-ce que je peux nuancer ça? Si je pense que, voilà, mon partenaire a dit quelque chose et que c'est une attaque contre moi. En fait, me veut du mal. Est-ce que c'est vrai que mon partenaire me veut du mal ou pas? Est-ce que c'est vrai? Peut-être qu'il est tout simplement en réaction par rapport, lui, à ses propres blessures et quelque part, ça n'a rien à voir avec moi. Ne rien prendre personnellement. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je vais dire est utile? C'est-à-dire que c'est utile pour la personne et c'est utile pour moi. Si c'est pas utile, c'est pas la peine de le dire. Est-ce que c'est bienveillant? C'est-à-dire, est-ce que je vais le dire avec bienveillance? Parce que, donc, une fois que c'est vrai que c'est utile, est-ce que je vais le dire avec bienveillance ou pas? Donc, comment je vais le dire? Donc, c'est une façon aussi d'apporter plus de conscience dans sa parole et plus de bienveillance et de sagesse dans sa parole. Ça se construit, ça s'apprend, mais voilà. On sait très bien que, par exemple, il y a des choses qui peuvent être vraies. Si vous avez une amie qui vient vous voir en vous disant, voilà, j'ai cette robe, voilà, vous êtes dans non, vous êtes dans un shopping, vous êtes du shopping avec une amie et elle essaie une robe qui ne lui va absolument pas. Voilà. Donc, elle vous pose la question, alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça me va bien? Pardon. Donc, manifestement, vous voyez que la robe ne lui va pas. Elle s'en doute déjà un petit peu parce que même à sa réaction, vous voyez qu'elle n'est pas très confortable dans la robe. Voilà. Est-ce que c'est utile que je lui dise? Donc, est-ce que c'est vrai que la robe lui va? Non. Voilà. Donc, la vérité, c'est que la robe ne lui va pas. Est-ce que c'est utile que je lui dise oui? Parce que quand même, ben, tant qu'à faire, si elle sort, c'est mieux qu'elle mette des choses qui la mettent en valeur, tu vois. Donc, est-ce que c'est utile? Oui. Est-ce que c'est bienveillant? C'est là où je vais avoir le choix. Je peux lui dire, non, je pense que cette robe ne te met pas en valeur, tu vois, tu pourrais choisir peut-être celle-là, etc. Ou bien je peux lui dire, mais non, tu vois pas que tu ressembles à une grosse vache dans ça. Donc, j'ai dit la vérité. Enfin, j'ai pas dit la vérité, mais voilà, j'ai dit que la robe ne lui allait pas, mais je l'ai dit je ne l'ai pas dit de façon bienveillante. Donc, c'est pour ça que choisir. Donc, j'ai donné un exemple bateau pour que vous puissiez comprendre. Ça demande quand même plus de sagesse et de pratique quand c'est par exemple, dans une relation de couple et qu'on a besoin de formuler une critique constructive à son partenaire. Là, il va falloir y réfléchir, trouver la forme. OK? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va pour le moment? C'est bon? OK. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bienveillant? Cinquième clé, choisir un sens qui nous élève. Ça, c'est vraiment une base fondamentale, mais ça change la vie. Ça change ma vision du monde, ça peut changer ma vision du monde et ça peut faire la différence entre réussir et échouer dans un projet. Je vous raconterai ça. Donc, la signification que nous donnent nos expériences eh ben, a le pouvoir de nous libérer ou de nous enfermer. Donc, en fait, l'expérience, c'est l'expérience, mais ce que signifie l'expérience pour moi va faire la différence entre est-ce que j'en sors grandi, est-ce que j'en sors élevé, ou est-ce que, ben, en fait, le monde s'écroule autour de moi? Est-ce que j'en sors
encore plus affaiblie, encore plus dans la peur, au lieu de me libérer. Et donc là, ça va vraiment demander de réécrire l'histoire. Par exemple, on a des histoires qu'on se raconte, euh, depuis l'enfance, qu'on se raconte depuis l'enfance. Et en général, c'est une vision d'une expérience qu'on a eue dans l'enfance. Je vous donne mon exemple, mais je l'ai fait souvent avec des clientes aussi. Le jour de ma naissance, donc, en fait, c'est ma mère qui m'a raconté. Ma mère m'a raconté qu'en fait, le jour de ma naissance, comme on ne savait pas, ils n'avaient pas voulu savoir si c'était une fille ou un garçon. Donc, mon père est arrivé avec un de ses meilleurs amis. Ils sont arrivés avec une bouteille de champagne et pour découvrir, donc, une fois que ma mère avait accouché, si c'était une fille ou un garçon. Donc, moi, je suis la deuxième. Donc, pour ma sœur qui était, elle me raconte ma mère, donc pour ma sœur qui était la première, il y a eu bouteille de champagne, célébration, on était contents, c'était le premier bébé. Le bébé a été célébré, etc. C'était une fille. Deuxième bébé, donc c'est moi. Mon père voulait un garçon. Et donc, quand il arrive et qu'il découvre que c'est un garçon, que c'est une fille, donc deuxième fille, déception, la bouteille de champagne n'a même pas été ouverte. Et donc, moi, j'intègre ça petite, puisqu'on moi, c'est une histoire que je connais, que j'ai entendu plusieurs fois depuis petite, depuis mon enfance. Et qu'est-ce que moi, j'en ai déduit? Eh bien, en fait, on ne voulait pas de moi, mon père ne voulait pas de moi, mon père ne m'aime pas. Voilà, mon père ne m'aime pas, mon père ne voulait pas de moi. En fait, il s'occupe de moi, non pas parce qu'il m'aime, mais par obligation, par devoir. On a fait des enfants, il faut bien leur donner à bouffer, quoi. Mais on n'est pas obligé de les aimer. Et donc, je me suis fait toute une histoire, surtout parce que sur mon père, je pensais quand j'étais petite que mon père ne m'aimait pas. Parce qu'il y a eu cette histoire-là, il y a eu d'autres. Bon, le sens que j'ai donné à cette expérience, c'est que mon père ne m'aimait pas. Alors qu'en fait, c'est faux. Mon père m'aimait, il aimait ses deux enfants énormément, même c'était de la vieille génération. Il n'a pas su montrer son amour comme j'aurais voulu qu'il me l'ait montré quand j'étais enfant. Il n'était pas très câlin, mais voilà, il a fait tout ce qu'il a pu pour nous permettre, voilà, d'avoir une bonne éducation. Il nous a payé des études, il nous a payé des cours supplémentaires pour qu'on réussisse. Il a toujours, voilà, il aimait ses enfants, c'est indéniable. Et moi, j'avais compris autre chose. Et donc, on fait ça avec plein d'histoires de notre vie. Et donc, la liberté que l'on reprend, c'est dans le choix et pardon, la liberté qu'on reprend, c'est dans le sens qu'on va donner aux événements. Même le décès de quelqu'un, et même le décès de quelqu'un, un décès d'un proche, on peut décider que ça signifiera qu'on va en sortir grandi, ou on peut décider que que la vie est injuste, par exemple, et qu'on est seul au monde. Donc, en fait, les décisions et le sens que l'on donne aux expériences ben, que l'on vit va changer va changer notre vision des choses et notre capacité à agir et à nous sentir libres. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est important de choisir ses croyances fondatrices. Donc, moi, j'invite toujours les gens, hein, donc, question libératrice, quelles sont les valeurs et les croyances fondatrices de ma vie? Je vous ai mis la mienne là. Tout concourt à mon bien, tout me sert, l'univers est bienveillant. Tout concourt à mon bien, tout me sert, l'univers est bienveillant. Je me répète ça quasiment tous les jours. Si bien que quand il y a un problème ou quelque chose qui ne tourne pas comme je voudrais, au bout d'un moment, OK, ça là, ça va concourir à mon bien, je vais en ressortir grandi. Même si j'ai eu une séparation l'année dernière, c'était ça. Alors que c'était quelque chose qui me faisait beaucoup souffrir. Je me suis dit, tout concourt à mon bien, cette relation, cette séparation, tout concourt à mon bien, je ressortirai grandi. Et l'univers est bienveillant, on m'a envoyé cette personne dans ma vie. C'est parce qu'en fait, c'est de l'amour qu'on m'envoie. Même si c'est difficile, la situation est difficile, l'univers est bienveillant, c'est de l'amour qu'on m'envoie. On m'envoie l'opportunité de grandir et de grandir en amour pour moi. Je vous ai raconté, si vous suivez mes emails, je vous ai raconté ce qui s'est passé avec Power from mon événement. Quand j'ai dû en catastrophe changer le documentaire que j'avais programmé depuis des mois. Et qu'en fait, c'est grâce à ce tout concours à mon bien, tout me sert, eh bien, je me suis dit, je suis dans l'obligation de changer le documentaire à 2 semaines, 3 semaines de l'événement. J'avais déjà fait de la com, j'avais déjà fait de la communication, j'avais déjà énormément parlé de ça, mais j'ai fini par me dire, OK, tout concourt à mon bien, changer ce documentaire, je vais le trouver quelque chose d'encore mieux. Je vais en ressortir mon événement, il sera encore plus puissant, il sera encore mieux. Et j'ai trouvé un événement, un documentaire de remplacement qui est effectivement, que j'ai eu en avant-première en Martinique. J'étais la première personne dans mon événement à
à montrer, diffuser ce documentaire, c'est un documentaire canadien. Et voilà, et ça a vraiment apporté une valeur ajoutée. Donc, en fait, on trouve ce que l'on cherche. Si on se dit que tout concourt à notre bien et que tout nous sert, on finira par, on va se focaliser sur ça, c'est ce qu'on envoie à notre cerveau et on va chercher une façon que ça concourt à notre bien et que ça nous sert. Et donc, on va être dans cette posture-là et ça va nous permettre de grandir. Donc, même si on s'est fait virer, tout concourt à mon bien, tout me sert. Donc, celle-là, c'est la mienne. Donc, je vous la donne. Mais voilà, je vous invite à réfléchir. Quelle est la croyance fondatrice de votre vie? Quelles sont celles que vous avez en ce moment, hein? Et quelles sont celles que vous allez peut-être adopter? Donc, les remettre en question. Est-ce qu'elles vous permettent de grandir? Est-ce qu'elles vous aident en cas de difficulté? Ou est-ce qu'elles ont plutôt tendance à vous tirer, à vous plomber ou à vous tirer une balle dans le pied? Voilà, ce qui permet justement de choisir plus en conscience le sens que l'on donne aux choses. Quel sens je vais donner à cette situation? Je vous ai mis ça comme question libératrice. Quand on a un événement négatif, difficile, enfin négatif, c'est pas le mot, mais peut-être difficile, un truc qu'on n'apprécie pas, ok, quel sens je vais donner à cette situation dans ma vie? Et là, j'ai mon choix, et ça, c'est ma liberté. Personne ne peut le faire pour moi. Et donc, je vous ai mis aussi cette petite question, et si? Parce qu'en fait, souvent, il faut remplacer les mais par des et si. Au lieu de mon Dieu, pourquoi ça tombe sur moi? Au lieu de pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi ça m'arrive que moi? Pourquoi j'ai jamais de bol? Pourquoi ceci, cela? Non. Et si cette situation me permettait de grandir? Et si cette situation était en fait un cadeau en déguisé? Et si cette situation, voilà, allait m'apporter quelque chose d'encore mieux que ce que je vis? Et si cette situation me préparait à devenir la personne extraordinaire voilà, que je suis destinée à être? Voilà. Remplacer les pourquoi, entre guillemets, de victime, les questions de victimisation par des et si positifs. OK? C'est bon? Voilà, donc on continue, on avance, on s'approche de l'heure. Alors, la clé numéro 6, c'est l'intuition. Alors, l'intuition, parce qu'en fait, c'est un outil, c'est une capacité, c'est une bénédiction d'ailleurs, qui a un pouvoir incroyable. Comme je vous ai dit au début, tout a changé pour moi le moment où j'ai appris à écouter mon intuition, parce que c'est quelque chose qui s'apprend avec des protocoles, des méditations. Donc, quand moi, j'ai appris à écouter mon intuition, c'était avec un protocole. D'ailleurs, ça fait partie des protocoles que j'enseigne aussi dans le coaching. Et c'est ça qui m'a permis petit à petit, voilà, de développer cette aptitude. On l'a toute, hein, cette capacité à écouter notre intuition. Mais plus on l'entraîne et plus on y met de la conscience, plus on va pouvoir, à la demande, se connecter à son intuition. Parce que des fois, on reçoit des intuitions comme ça, qui tombent. On se dit, ah, tiens, effectivement, mon intuition m'a envoyé ça. Mais parfois, à des moments, on a besoin il ne faut pas que ce soit aléatoire. Il faut qu'on puisse se dire, maintenant, là, j'ai un truc à faire. Comment je me connecte à mon intuition pour comprendre ce qui se passe. Et on peut utiliser l'intuition pour faire plein de choses, pour sonder son ego, donc prendre conscience de croyances limitantes dont on n'a pas conscience, qui sont bien enfouies dans notre ego, prendre conscience de schémas néfastes euh, pour pouvoir justement mettre en lumière des comportements qui ne nous servent pas, hein, parce que parfois, en fait, on répète des schémas et on n'en a même pas conscience. Donc, prendre conscience de ça, ça nous permet de prendre du recul par rapport à notre quotidien et faire des choix différents. Parce que le pouvoir est dans le choix que l'on fait, non pas un véritable choix, non pas un conditionnement, une réaction par conditionnement, mais un véritable choix. Et un choix qui soit aligné avec nos valeurs, nos objectifs, notre bien-être, notre épanouissement. Donc, l'intuition aussi pour trouver sa vérité, puisque je veux vous dire, mon expérience de l'intuition, c'est que l'intuition, euh, c'est euh, c'est une connexion au divin, c'est la voix de notre âme. Si vous aimez le mot âme, c'est la voix de notre essence divine, si vous préférez. Donc, c'est quelque chose qui sait ce qui est juste et bon pour nous et qui va nous guider au quotidien. Donc, donc j'utilise l'intuition pour explorer quelles sont mes aspirations profondes, les aspirations de mon cœur, se connecter à la mission de vie. Donc, je le fais aussi pour mes clientes. Pour vous donner, par exemple, la puissance du truc. Euh, J'avais raconté une fois cette histoire par email, peut-être que vous l'avez passée. J'accompagnais une cliente et elle voulait se connecter à ses aspirations profondes.
Donc, je me connecte à mon intuition, elle se connecte à son intuition via le protocole habituel. Il me semble que c'était le protocole de base, hein. Ou en tout cas, c'était un des protocoles. Et ce que je reçois comme image, puisque mon intuition me parle beaucoup par image, je vois notamment une galerie avec plein de tableaux qui sont exposés. Donc, ce que j'en déduis, c'est qu'en fait, dans ses aspirations profondes, dans ses talents, il y a de la peinture. C'est une artiste. Alors que c'est une femme qui n'a jamais tenu un pinceau de sa vie, qui n'a jamais peint. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai vu ça. Et après, quand je lui fais part de moi, ce que j'ai vu, que j'avais vu, et elle me dit, oui, effectivement, quand je me suis connectée à l'intuition, j'ai vu qu'effectivement, il y avait quelque chose d'artiste. Mais c'est étrange parce qu'en fait, j'ai jamais peint. Je ne suis pas spécialement artiste, mais j'ai toujours voulu peindre depuis petite, mais j'ai jamais osé. Sauf fait depuis petite ou depuis adolescente, ça fait des années que j'ai voulu peindre, mais j'ai jamais osé. Je pensais que j'avais pas de talent. Donc, vous voyez comme le mental bloque quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Euh, et je lui dis, bon, bah, en tout cas, moi, c'est parce que je vois que tu n'as pas de talent, puisque j'ai vu des tableaux exposés ben, dans une espèce de galerie, hein. Donc, c'est que pour moi, tu as un talent en peinture. Et donc, en fait, la séance continue. Et à la fin de la séance, ce qu'il en ressort, c'est que l'action qu'elle a, intuitive qu'on a, ben, c'est qu'elle commence à peindre, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle s'est vue en train de ramasser des trucs, des pierres, aller à la plage, ramasser des trucs et puis commencer sa peinture comme ça. Donc, elle a, donc 2 semaines ou 3 semaines après, je ne sais plus, 2 semaines, effectivement, elle est allée à la plage, elle a ramassé des pierres, des matériaux naturels, parce que c'est ce qu'elle avait vu elle, dans sa méditation, dans son intuition. Elle a regardé quelques tutos sur comment peindre, elle s'est acheté, bon, voilà, le cadre, enfin, de quoi peindre, et elle a commencé comme ça. Donc, son premier tableau, c'était une pierre blanche qu'elle avait ramassée sur la plage, et elle a dessiné, elle a peint tout autour. Donc, elle c'était de la peinture abstraite. Donc, ça a été son premier tableau. Et ça a ouvert quelque chose d'extraordinaire, puisqu'elle a peint une vingtaine de toiles en 6 mois. Elle a eu une espèce d'explosion artistique ou créative et elle a peint une vingtaine de toiles en très peu de temps, en 6 à 8 mois, il me semble. Et environ un an après, ben, elle m'a invitée à sa première exposition, entre guillemets, puisqu'elle avait fait un vernissage dans un restaurant, dans une salle d'un restaurant. Et, ouais, et pour moi, c'est ça la beauté de l'intuition. C'est-à-dire que l'intuition va nous révéler quelque chose qui est en nous, deux fois dont on a conscience, deux fois dont on n'a pas du tout conscience, et ça va ouvrir une porte. Voilà. Et cette fille avait clairement un talent de peint. Parce que quand j'ai vu ses œuvres, je me suis dit, c'est pas possible, c'est absolument magnifique. Jamais on n'aurait pu penser que ça ne faisait quoi, à peine un an qu'elle peignait, quoi. Euh, et c'est pareil, si vous connaissez mon histoire avec la quête, l'écriture est sortie de l'intuition. Alors qu'en fait, j'ai aucun background, aucun background littéraire, je suis même plutôt scientifique, etc. Vous connaissez peut-être mon histoire où j'étais nulle en français, j'ai jamais été très littéraire quand j'étais dans mon enfance, enfin même au lycée, etc. J'ai fait des études scientifiques, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça, pour moi, le pouvoir de l'intuition, voilà, il a la capacité d'aller regarder à l'intérieur de nous ce qu'il y a de plus authentique et ce qui a besoin d'être révélé. Et donc, c'est pourquoi ben, j'invite les personnes à apprendre à se connecter à leur intuition et voilà, explorer ça parce que c'est une porte ouverte vers des bénédictions. Alors, ça va nous mettre face à nos peurs, bien sûr, puisqu'il va falloir sortir de notre zone de confort, mais c'est du bonheur, même si c'est pas toujours facile. Ok, est-ce que vous avez des questions peut-être sur l'intuition ou non? Ça va. On avance. Je voulais juste vous Donc, demander si je peux. oui, 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 oui. Oui, je voulais juste vous demander, vous avez dit que voilà, les choses les plus, c'est la colère et j'ai pas entendu l'autre émotion. Voilà. Ah, la peur. C'est la Ah, colère et d'accord, merci. Et la deux peur, émotions, d'accord, voilà, qui mettent le plus de problèmes et de tracas dans notre vie, ce sont celles-là. Ce sont des émotions très d'accord, puissantes et oui. qui sont, voilà, émotion et peur. Donc, ce sont celles-là qu'il faut vraiment apprendre à gérer pour, pour avoir une vie qui soit un peu plus en rondeur. Voilà. Donc, la dernière clé,
elle est simple, mais pas nécessairement facile à mettre en place, c'est faire preuve de courage. Et le courage, c'est un muscle. Et comme je dis toujours, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir en dépit de la peur. Parce qu'en fait, s'épanouir requiert d'avoir le courage de faire des choix qui servent notre croissance, notre liberté, notre cœur, notre bonheur, en dépit de la peur. On n'a pas toujours besoin d'attendre que la peur ait disparu pour pouvoir agir. Parfois, les gens se disent, mauvais jeu. Voilà, quand je me sentirai mieux, je vais y aller, ou quand il y aura telle ou telle circonstance, je vais y aller. Non, on peut y aller dès maintenant. Il faut juste apprendre à faire preuve de courage. Et pour faire preuve de courage, le courage, c'est quelque chose qui se cultive. Et le courage se trouve beaucoup dans le cœur. Peut avoir, pour moi, le courage du cœur, c'est le plus beau parce que c'est quand on va se connecter à pourquoi on veut faire quelque chose. On va se connecter à une vision. J'ai cet objectif que j'aimerais écrire ce livre. J'aimerais lancer ce business pour apporter telle solution à mes clientes. J'aimerais aider les femmes à obtenir tel objectif, à guérir de telles choses. Voilà, donc le cœur va être impliqué. Et donc, voilà, pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi est-ce que... Et c'est dans le cœur qu'on va aller chercher justement les réponses. Ah, il y a mon téléphone, eh bien, voilà. Et dans le cœur, on va chercher les réponses. Et on va se donner des leviers. Comme je dis souvent, se donner des leviers. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Et pourquoi est-ce que je fais ça? Quel va être l'impact positif le jour où, ce qui m'a permis de marcher sur mon premier, parce que je vous dis que j'avais des résistances à écrire, mais un truc de fou. Ça a été une lutte avec mon ego, pour pouvoir persévérer. J'ai mis plus de 2 ans à écrire le tome 1 de la quête. Et à quoi je me suis accrochée? C'est-à-dire que déjà, l'intuition, les messages intuitifs étaient clairs. Il y avait un livre. Et ça faisait partie. Quand je demandais à mon intuition à l'époque, quelle est l'étape suivante pour toi pour avancer sur ton chemin de vie, continuer ta mission de vie, écrire est sorti à chaque fois. Écrire, écrire, écrire. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas faire l'impasse sur l'écriture. C'est trop important. Je ne veux pas arriver à la fin de ma vie en me disant, peut-être que si j'avais persévéré, j'aurais écrit un livre. Et à l'époque, je ne savais même pas que j'écrirais autant. Parce que depuis, je n'ai pas écrit un seul livre, j'en ai écrit 4, bientôt 5. Donc, et c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Si vous réussissez à atteindre cet objectif, quel impact ça va avoir sur vous? Quel genre de personne vous allez devenir? Ben, peut-être quelqu'un voilà, qui atteint ses objectifs. Vous allez peut-être être un modèle pour votre famille, vos enfants, votre entourage. Quel impact ça va avoir sur votre santé mentale, votre santé physique? Ben, ça va vous faire du bien parce que peut-être que vous êtes dans un job qui ne vous correspond pas et qui vous bouffe au quotidien. Oui, ça demande énormément d'énergie d'y aller tous les lundis matins. Eh ben, peut-être que ça va vous faire du bien parce que vous allez pouvoir mettre cette énergie que vous mettez à vous pousser pour aller au travail et continuer, eh bien, cette énergie va être peut-être remise dans de la création ou au service de quelque chose qui a vraiment du sens pour vous, par exemple. Donc, cherchez votre why. Quel impact sur ma spiritualité, ma santé psychologique, physique, mentale, peut-être même mes relations sociales. Mais peut-être qu'en changeant de job, je vais rencontrer des personnes différentes parce qu'en fait, je suis dans un environnement qui ne me correspond pas. Quel impact ça va avoir sur ma famille? Eh bien, je serai peut-être une maman plus joyeuse ou un partenaire plus équilibré. Voilà, parce qu'en fait, je fais des choses qui me correspondent, j'ai l'impression d'être à ma place. Donc ça, c'est un modèle que je veux donner aux autres aussi. OK. Donc, cultiver le courage du cœur. Il y a du courage il y a de la détermination mentale, effectivement, mais il y a aussi beaucoup de courage dans le cœur, à se connecter à sa vision, à ressentir que c'est déjà fait, se donner tout cet amour que la vision comporte. Et voilà. Et j'avais envie de vous mettre aussi cette petite phrase que j'aime beaucoup. Entre le stimulus et la réponse, entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. C'est dans cet espace que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. C'est dans notre réponse que se trouve notre croissance et notre liberté. Donc, sous-entendu, notre pouvoir. Donc, dans la réponse que l'on donne aux choses, la vie va nous envoyer qu'elle nous enverra. La vie va nous envoyer ce qu'elle nous enverra comme expérience, etc. Ça, on ne peut pas contrôler ce que l'on va recevoir. On peut simplement contrôler comment on va choisir de réagir à ce qui nous est proposé par la vie. Quel sens on va lui donner, quelles paroles on va
parler, verbaliser, quelles actions on va mener et comment on va décider de se sentir à l'intérieur de nous. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout, moi, tout début de donc 2016-2017. Je n'avais pas le sentiment que je pouvais avoir du contrôle, même si ce mot peut-être paraître négatif, du contrôle sur ce que je ressens à l'intérieur. Et maintenant, j'en suis à un stade où je choisis mon état émotionnel. Donc, ça ne veut pas dire que je ne suis jamais dans la tristesse ou jamais dans la colère, mais quand je suis dans la tristesse ou dans la colère, parce que c'est passé quelque chose, j'arrive à rentrer à l'intérieur de moi et à me dire, voilà, je sais que je ressens ça, j'observe comment je me sens, je regarde pourquoi je me sens comme ça, quelle est la croyance fausse qui est derrière. Généralement, il y a une croyance fausse. Il y a une croyance fausse sur qui je suis, sur l'univers, sur le monde, sur ce qui se passe. Et qu'est-ce que je choisis de ressentir maintenant? Ben, j'ai envie de ressentir de la paix intérieure. J'ai envie de me sentir libérée. Et j'y travaille. Des fois, c'est assez rapide parce qu'en changeant son focus, on change son état intérieur aussi. En changeant le sens qu'on attribue à ce que l'on vit, on change son état intérieur et comment on se sent. Et parfois, ça demande plus de travail. Mais maintenant, j'ai conscience que c'est possible. C'est pas toujours facile, mais c'est possible. J'ai plus de pouvoir sur ce qui vit à l'intérieur de moi. Alors, j'ai encore une marge de progression énorme, mais j'ai déjà bien progressé en comparaison des années, des débuts de 2016 ou même avant quand j'étais beaucoup plus jeune. Parce que je sais que c'est moi qui suis responsable de ce qui se passe à l'intérieur de moi. OK. Donc ça, c'était la 7e clé, le courage de faire des choix alignés, en fait, c'est ça. De faire des choix alignés. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Non? OK. Voilà, donc on a quasiment terminé. Pour finir, je vais vous parler de réécrire son destin. Vous avez peut-être vu passer l'info par email, puisque j'en ai un peu parlé. J'ai lancé une plateforme. C'est un espace qui s'appelle Réécrire son destin, dans lequel j'ai mis ben, les programmes, le programme notamment Trouver sa mission de vie, le programme 21 jours pour s'ouvrir à soi. Donc, ce sont des programmes qui sont normalement payants que je vendais de façon séparée et j'ai décidé de les rassembler dans une plateforme pour créer un espace où vous allez pouvoir avoir accès à ce que je propose. Vous allez pouvoir apprendre à vous connecter à votre intuition pour gagner en clarté, et c'est mieux vous comprendre, grandir en conscience de vous-même, tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et avec ce programme, avec ces 2 programmes qui sont là, il va y avoir des ateliers mensuels, des rencontres mensuelles. Ça peut être un atelier, un webinaire, dans le cadre de Réécrire son destin, où vous pourrez poser des questions par rapport à l'atelier lui-même ou même à ce que vous avez vécu ou expérimenté en suivant le programme, par exemple, Trouver sa mission de vie, les programmes qui sont à l'intérieur. Vous avez aussi un coaching individuel via WhatsApp. C'est-à-dire que si vous pouvez me laisser un message audio ou une question, je suis en train de telle partie, je suis dans le module 1 de Trouver sa mission de vie, il y a ce truc-là qui est venu, qu'est-ce que je peux faire? Ou je n'ai pas compris tel truc, et moi je vous laisse un message WhatsApp audio ou écrit, enfin, voilà. Donc il y a un coaching individuel vers WhatsApp. Donc lors des séances de groupe mensuelles, vous pouvez aussi poser des questions par rapport à ce que vous avez vécu. Donc il y aura toujours un espace, une partie pour les questions, on va dire, plus personnelles. Si c'est trop intime, ben, vous pouvez le faire par WhatsApp. On peut discuter par WhatsApp. Donc, c'est vraiment un espace. Réécrire son destin, c'est une plateforme pour apprendre à se reconnecter à soi-même, gagner en conscience de soi, pour aller vers plus de liberté, d'authenticité et avoir une vie plus épanouie. Et reprendre un petit peu plus de responsabilité, de contrôle sur ce qui vient à l'intérieur de nous, puisque c'est de là que tout part. Et vous allez aussi pouvoir bénéficier de l'accès aux futurs programmes et ateliers, voilà, sans coût supplémentaire. C'est-à-dire que pour le moment, il y a 2 programmes. Ce sont les 2 programmes que je, que je, que je propose. Donc, le programme phare, c'est Trouver sa mission de vie. Mais à l'avenir, je continuerai à enrichir la plateforme et vous allez pouvoir en bénéficier sans coût supplémentaire. Donc, alors, comment ça se passe? C'est une plateforme par abonnement. Donc, et en fait, c'est une plateforme qui normalement coûte 17 € par mois. C'est un abonnement mensuel de 17 € par mois. Mais comme c'est un prix de lancement,
je vous fais au prix de 7 euros par mois au lieu de 17 euros par mois. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous avez même la possibilité de l'essayer gratuitement 7 jours. Donc vraiment, zéro risque. C'est-à-dire que vous pouvez aller regarder les programmes que je propose, trouver sa mission de vivre 21 jours pour s'ouvrir à soi. Commencez à jeter un coup d'œil. Regardez, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous pouvez commencer? Et vous avez une semaine pour essayer gratuitement. Si ça ne vous plaît pas, ben, vous coupez l'abonnement tout simplement. Sinon, ben, vous continuez, ça vous coûtera 7 euros par mois. Donc, c'est vraiment un prix qui est dérisoire, 7 euros par mois. Hein. C'est quoi? C'est 3 cafés, 2 cafés, 3 cafés par jour, 3 cafés par mois, quoi. Donc, c'est vraiment un prix qui est dérisoire pour vous permettre ben, justement qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée en termes de oh, est-ce que financièrement je peux ou pas? 7 euros par mois, tout le monde peut. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, je me suis dit, je vais commencer comme ça prix de 7 euros et puis va augmenter après. Bien sûr, la plateforme, quand elle sera encore plus enrichie, elle passera au-dessus de 17 euros. C'est prévu pour plutôt 2026. Donc, profitez-en. Si vous avez envie de découvrir le programme Trouver sa vie et pouvoir me poser des questions, ben, c'est le moment d'essayer avec l'essai gratuit de 7 jours. Voilà. OK, c'est ce que j'avais envie de dire. Donc, pour y participer, ben, c'est le lien que vous voyez là, bit.ly/réécrire son destin. Donc, je vais vous mettre quand même dans le chat le lien. Je vous l'enverrai aussi par email. Alors, attendez. Il faut que je vous mette dans le chat. Comme ça, vous l'aurez. Pourquoi ça ne... Ah, voilà. Je disais pourquoi le chat n'apparaît pas. OK, donc je vous ai mis le lien dans le chat, je vous l'enverrai aussi par email. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'est réécrire son destin ou ça vous semble clair? Non, c'est bon. OK. Donc, il est 16h10. Ben, ça va, on est bien. Hein. On a allez, 10 minutes. J'avais prévu 1 heure, mais c'est bien. 1 heure, 1h10, c'est très bien. On est dans les temps. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. J'apprécie énormément que voilà, vous ayez pris le temps dans vos vies qui sont sûrement très occupées, eh que vous ayez pris le temps de venir m'écouter. Voilà, que vous ayez pris aussi. Je suis très contente que vous ayez investi du temps dans votre développement personnel, votre épanouissement, parce que voilà, le, le changement, il passe par là, par se donner suffisamment de temps pour soi, prendre le temps pour soi, prendre le temps pour son épanouissement. Et je sais que dans les vies que l'on mène, ce n'est pas toujours évident, donc félicitations à vous. Et puis je vous dis bonne continuation et on reste en contact par email. Vous recevrez le replay et le lien pour réécrire son destin. Si vous avez des questions, ben, vous connaissez, vous pourrez tout simplement m'envoyer un email. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée ou bonne fin de soirée. Bye bye. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.